Bonjour à tous. L'open source est très présente dans les sociétés de la tech, mais s'il y a bien des sociétés parmi celles-ci qui ont compris à quel point l'open source était primordial, ce sont bien les GAFAM. La vidéo d'aujourd'hui va essayer d'expliquer pourquoi et comment ces entreprises se construisent par l'open source. Jingle! Avant de partir sur un état des lieux un petit peu des contributions et en quoi les GAFAM sont vraiment des forts acteurs et contributeurs de l'open source, on va rapidement essayer de revenir un petit peu sur la définition de l'open source. Donc l'open source, si on veut chercher la définition la plus simple, j'en ai déjà donné beaucoup dans mes vidéos, ça fait référence à un code source librement accessible, librement modifiable et librement distribuable. C'est au moins ces trois éléments-là qui matérialisent ce que peut être l'open source. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est important de souligner ici, c'est que l'open source, c'est le moteur caché des entreprises de la Silicon Valley. Et dans le monde, 92% des entreprises utilisent activement l'open source en 2025. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, les géants technologiques sont intrinsèquement des entreprises propriétaires avec un modèle propriétaire. Et malgré tout, parmi les plus dynamiques, les plus actives, les plus puissantes de ces sociétés, les GAFAM, en fait, toutes, et on va le voir, sont d'énormes contributeurs open source. Et on va même voir effectivement que l'open source fait partie de leur modèle économique. Et on va essayer de comprendre pourquoi stratégiquement l'open source et la valeur globale qu'ils peuvent récupérer, mais aussi qu'ils produisent, et il ne faut pas se tromper, ils produisent énormément d'open source, bah c'est un élément qui va leur permettre de beaucoup d'éléments de réponse stratégique. Alors, avant d'aller attaquer un petit peu sur chacun des GAFAM, on va regarder l'évolution historique du mouvement du libre jusqu'au mainstream, c'est-à-dire jusqu'à une certaine démocratisation de l'open source. Donc 91, c'est une date qu'on a déjà évoquée sur Ultra Green, c'est la création de Linux par Linus Torvald. Ensuite, je pense que c'est important aussi qu'on essaye de souligner un petit peu des éléments majeurs. Là, on a le système, maintenant c'est Internet et le web. Donc Netscape libère le code de navigateur pour donner naissance à Mozilla. On voit effectivement un système d'exploitation, un navigateur. Et vous savez que c'est important puisque j'ai fait un certain nombre de vidéos sur le poids de la partie système. Et on l'a vu encore sur la dernière vidéo sur l'histoire des systèmes d'exploitation. Le navigateur web, qui est un élément clé de l'évolution technologique, et le web qui s'exécute dans ce navigateur, hein, la partie vraiment interface avec l'homme que peut être le navigateur, est extrêmement importante. C'est pour ça que je le souligne. Android, on a vu 41% du marché basé sur Linux, lancé par Google. Donc là, vous vous apercevez que je ne fais que parler d'open source. Encore une fois, je parle de grosses initiatives portées par des sociétés importantes, et malgré tout, je parle d'open source. Microsoft, en 2014, et c'était pas gagné, on va le voir, déclare Microsoft adore Linux. Donc là, on s'aperçoit effectivement que même parmi les legacy, parmi les GAFAM, euh, l'open source, qui n'était pas dans les racines de ces legacy, va rentrer dans les racines. Et le deuxième legacy qu'on voit dans la foulée, en 2018, IBM acquiert Red Hat pour 34 milliards de dollars. Donc on voit effectivement à quel point, même pour ceux qui ne sont pas nés génétiquement dans une démarche de contribution et d'utilisation massive de l'open source, maintenant il y a une transformation, une mutation pour sortir du modèle exclusif propriétaire pour aller sur un modèle qui consomme, qui produit et qui promeut l'open source. Alors, on commence, je vais les faire dans l'ordre, GAFAM, donc je vais commencer par un G, forcément, Google. Donc, bon, bah, j'ai pas besoin de revenir sur Android, mais il n'y a pas que ça. Kubernetes, le cœur même de ce qu'est le cloud moderne, de l'orchestration de containers, c'est du Google, et c'est de l'open source produit par Google. Sur l'IA, TensorFlow, on voit effectivement, j'ai essayé de redresser ici, alors évidemment je n'ai pas mis tous les projets open source d'une entreprise comme
comme Google, mais j'ai mis les 4 qui sont très emblématiques de ce qu'on a pu regarder dans le slide précédent, c'est-à-dire le device, le cloud, l'IA et le navigateur, Android, Kubernetes, TensorFlow et Chromium. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que tout ça a été, et c'est ça qui est différent par rapport au legacy, a été construit directement sur de l'open source, en intégrant et en comprenant les principes de l'open source. On va essayer de comprendre pourquoi ça a été fait. Alors, les motivations pour Android et Kubernetes sont différentes. Ce qui va être intéressant, je vais faire un centrique sur Kubernetes. Il y a une génétique de l'open source extrêmement profonde chez Google. Alors, faut pas l'envisager uniquement comme une démarche de bienfaiteur. C'est le cas, hein, puisqu'on voit effectivement le Google Summer of Code, c'est un programme mondial, une initiative mondiale qui vise à pousser au maximum les gens à contribuer dans l'open source. Mais c'est pas innocent. Ça veut dire que ils ont compris qu'il fallait encourager, faciliter la contribution open source, parce que derrière, quand eux vont produire du code open source, bah ça va peut-être accélérer le fait qu'eux aussi vont pouvoir bénéficier de gens qui vont travailler sur le maintien en conditions opérationnelles du code qu'ils mettent à destination. On essaiera de regarder ce qui motive à mettre un code comme Kubernetes en open source par Google. Apple. Donc effectivement, Apple, c'est presque un legacy. Il fait quand même partie des 3 premiers GAFA. Et c'est une approche différente de l'open source. On est un petit peu... on n'est pas encore sur une adoption tardive. On n'est pas sur une adoption tardive telle qu'on a pu le voir avec les 2 legacy, Microsoft et IBM. Mais on est sur une approche qui est plus sélective, plus stratégique. On a des initiatives, des choses qui sont faites et directement mises en open source, comme Swift. Puis il y a des choses sur lesquelles on est plus sur du fork et du reuse avec WebKit, qu'on avait déjà vu, qui se base sur le moteur KHTML du projet KDE. Darwin, qui est basé sur des noyaux MAR et une API FreeBSD. Qui va donner le noyau XNU de macOS, enfin de OS X pour le coup. Et puis par contre, effectivement, il y a aussi des initiatives directement en open source. On a vu Swift, mais il y a LLVM, qui est une infrastructure de compilation. C'est un super compilateur qui est utilisé sur l'ensemble des produits d'Apple. Mais on sent qu'effectivement, on est sur une démarche un peu charnière entre les legacy et les GAFA, plus modernes, on va dire. Facebook. Donc là, par contre, effectivement, on est sur un GAFA pur et dur. Et les projets qui sont portés par Meta et par Facebook, il y a des choses qui sont hyper structurantes. Le framework de JavaScript de React, j'ai mis le nombre, 10,3 millions de sites web qui utilisent, et quelque part on voit que c'est utilisé par Instagram, alors c'est normal pour le coup, Netflix, Airbnb. On voit aussi qu'il se positionne sur le sujet de l'IA. Alors on va voir, là je ferai un deuxième focus sur la partie IA entre TensorFlow et PyTorch. On voit que là on est sur une proposition qui est plus faite pour adresser les chercheurs, les personnes qui vont qui vont faire de la recherche et qui vont fabriquer de l'innovation sur l'intelligence artificielle. On a GraphQL qui est un méta-langage pour faire des web services, pour faire du requêtage sur des web services, utilisé par GitHub, utilisé par Shopify, Twitter, Airbnb. Et puis on s'aperçoit effectivement, encore une fois, je ne pouvais pas lister tous les projets, plus de 700 projets open source actifs. Donc effectivement, on voit que là aussi, l'open source, c'est génétique, c'est intrinsèque chez Facebook. Et on verra, on va essayer de comprendre pourquoi. Amazon, là on est sur une approche un peu différente. On se rappelle, Amazon à la base, c'est pas une entreprise qui faisait de l'IT. C'est une entreprise qui vendait des livres et qui, pour vendre des livres, a vite compris qu'il fallait les vendre sur Internet, qu'il fallait augmenter le périmètre de commercialisation par le biais d'Internet. Et c'est les premiers à avoir compris que le web
avait le potentiel d'une super galerie marchande mondiale, et c'est probablement ceux qui l'ont compris le mieux et le plus rapidement. Et à un tel point qu'à un moment, ils ont eu énormément besoin d'infrastructures, et que ce besoin d'infrastructure, plutôt que d'avoir à payer de l'infrastructure chez quelqu'un d'autre, ils ont monté eux-mêmes leur propre infrastructure. Et quitte à en monter, ils en ont monté 2 fois plus pour pouvoir commercialiser et finalement rentabiliser l'effort d'exploitation nécessaire à maintenir leurs infrastructures. Et au final, ils consomment énormément d'open source. Une énorme partie de ce qui est présent dans le catalogue des services d'AWS, c'est de l'open source. Donc c'est un énorme consommateur d'open source. Mais ils sont capables de sécuriser cet écosystème. Alors ils le font pas, encore une fois, pas que par mécénat et par bonté d'âme, c'est-à-dire que leur modèle leur convient bien, parce que ça veut dire qu'ils peuvent bénéficier de choses pour lesquelles ils n'ont pas de licence à payer pour le rendre disponible aux utilisateurs. Et on sent que dès que des projets sont sensibilisés, parce que on avait vu dans la vidéo sur Redis, hein, et sur la licence SSPL, dès que le projet commence à mettre en place du licensing qui va empêcher, qui va brider l'utilisabilité open source de façon profonde, ils ont le fork rapide. Le fork d'Elasticsearch avec OpenSearch, le Valkey avec Redis, et clairement, ils ont l'habitude de se dire si la société qui produit un logiciel dérive de son modèle open source initial, bah on va forquer et on va se débrouiller. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a une vraie maturité dans une entreprise comme Amazon vis-à-vis de l'open source, dans la compréhension des enjeux, dans l'intégration des principes et des modes de gouvernance, et dans la capacité à contribuer, à produire et à proposer de la valeur globale. Donc effectivement, ils utilisent énormément de cette valeur globale, mais il ne faut pas se tromper, ils en rétribuent énormément. OpenSearch, Firecracker, FreeRTOS, il y a plus de 1000 projets open source actifs qui sont portés par Amazon. Alors, je reviens sur le legacy Microsoft pour finir dans les GAFAM. Là, effectivement, on est sur une transformation. Clairement, dans la bouche d'un Microsoft, on entendait Linux est un cancer. Et maintenant, c'est le premier contributeur sur GitHub. Alors forcément, ils l'ont racheté, GitHub. Mais quelque part, le rachat de GitHub, c'est démonstratif de l'intégration du fait que l'open source est un élément majeur dans la stratégie de l'IT et de la tech, du cloud et de l'informatique. Et la mutation, elle est profonde. Moi, j'ai commencé quand j'étais beaucoup plus jeune à développer sur du Visual Basic. J'ai commencé à faire mes premières armes en développement sur Basic, et j'ai aucune honte d'avoir fait ça. À l'époque, l'EDI, l'environnement de développement, c'était un produit de commercialisation de la part de Microsoft. Maintenant, un VS Code, c'est gratuit, c'est open source. Et ça devient effectivement un outil hyper généralisé, 74% de part de marché. Donc effectivement, ils ont vite compris que l'heure était plus à payer pour développer, l'heure était à laisser la liberté de développer, mais de proposer les technologies qui vont peut-être venir continuer à ancrer sur le système. Ils ont vite compris aussi que la containerisation, ça allait être un enjeu hyper important. Donc il y a eu les services for Unix qui sont apparus, ensuite WSL, donc la capacité d'avoir un Linux qui s'installe sur Microsoft, exécuté sur l'hyperviseur de Microsoft, de Windows, sur lequel on pouvait faire tourner un Docker Linux, donc on pouvait déjà commencer à faire de la containerisation Linux sur du Microsoft. Et puis après, ils ont fait des partenariats avec Docker, et Docker Incorporated passe une grosse partie de son temps à développer pour qu'on puisse faire de la containerisation Windows, c'est-à-dire directement pour des containers Windows. Donc, juste pour finir, hein, acquisition de GitHub, 7,5 milliards en 2018. 90% des services Azure, c'est-à-dire toute la partie cloud de Microsoft, fonctionnent sur du Linux. Et clairement, on voit des proximités avec des entreprises comme Canonical. Dans le cadre de WSL, il y a énormément de rapprochement de l'écosystème Linux. Et c'est quand même particulier de se dire que Microsoft maintenant se positionne presque vis-à-vis d'un IBM, vis-à-vis d'un Red Hat, mais de IBM au travers de Red Hat, presque dans une position de défense du périmètre de Linux, pour éviter que IBM se prenne la part du lion tout seul sur ce sujet. J'en ai traité sur une vidéo sur les enjeux du cloud et de l'IT, je vous encourage à aller la regarder. Alors,
pour finir un petit peu ce tour d'horizon, je voulais élargir pour aller un peu plus loin que les GAFAM. Il y a effectivement d'autres acteurs majeurs de la Silicon Valley, hein, l'inspiration, euh, la stratégie d'innovation par l'open source. Netflix, 190 projets open source, dont Chaos Monkeys. Airbnb, 75 projets, dont Superset qui a été ramené à l'Apache Foundation. Uber, 350 projets, dont le système de traçage, l'outil de traçage dans la containerisation. Jaeger, LinkedIn, Kafka, renvoyé aussi là vers l'Apache Foundation, Apache Kafka, utilisé par 80% des entreprises dans le Fortune 100. Donc là, on voit effectivement que les entreprises de la tech dans la Silicon Valley, mais au-delà de ça, c'est-à-dire toutes les entreprises importantes, les acteurs importants de la tech, ont compris que l'open source était un élément clé de l'innovation. Alors, les motivations stratégiques. Rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi les géants, ils investissent dans l'open source? Le premier élément, c'est ce que moi je nomme l'écosystème. Créer des standards, la volonté de faire en sorte que leur logiciel devienne un standard. S'il devient un standard, ça veut dire qu'il va être maintenu par la communauté en étant open source, mais qu'en plus les autres acteurs vont s'en servir. Donc il n'y aura pas besoin d'avoir à payer des coûts d'interopérabilité, des coûts de compatibilité, puisque ce qu'on met à disposition va devenir un standard. C'est un des éléments très importants de l'open source, parce que c'est peut-être la meilleure façon de construire de l'interopérabilité. Donc, l'écosystème, créer des standards et donc élargir le marché. C'est-à-dire créer des maillages d'entreprises qui vont pouvoir interagir avec la solution logicielle qu'on a développée parce qu'ils ont accès librement à leurs sources. Effectivement, on voit, y a des modèles où ces standards se construisent de façon beaucoup plus complexe dans le hardware. HDMI par exemple, si un jour vous vous intéressez à ce genre de choses, toute la partie un petit peu des standards hardware, on parlera dans une prochaine vidéo de l'open hardware, mais quelque part là, c'est pas du tout le même niveau de maturité. Deuxième point, la capacité de recruter. Vous utilisez de l'open source, les étudiants n'ont pas les moyens de se payer des licences, les universités n'ont pas non plus forcément les moyens de se payer des licences, donc ils ont l'habitude de travailler sur du logiciel open source et même aussi de produire en open source, parce qu'effectivement, en tant qu'étudiant, produire de l'open source, c'est fabriquer son image. Donc forcément, la capacité à recruter des talents, des nouvelles ressources qui vont travailler pour l'entreprise, le vivier de compétences est beaucoup plus important, et même le vivier de prestations, quand on a besoin de personnes qui travaillent de façon temporaire sur un sujet, la probabilité qu'ils soient formés sur une technologie open source est supérieure à celle qu'ils soient formés sur un produit propriétaire. Et en plus, se former sur un produit propriétaire, avec la vitesse à laquelle vont les technologies, ça peut vite devenir presque non rentable, c'est-à-dire le coût des certifications, le coût des formations, le coût de la montée en compétence sur une solution propriétaire qui a un coût et pour lequel la formation a un coût, alors que la technologie accélère de plus en plus, bah c'est pas rentable. Alors que si le produit est open source, certes, vous allez devoir vous former et vous actualiser, mais il n'y aura pas de coût de formation et il n'y aura pas de coût d'utilisation et de licensing pour utiliser. L'innovation. Bon, ça, effectivement, je parle régulièrement de valeur globale quand je parle d'open source sur UltraGreen. L'innovation, ça passe par la capacité à bénéficier de l'intelligence collective et de cette valeur globale. Donc le but du jeu, effectivement, et c'est là où on voit l'aspect vertueux ou pas d'une entreprise, des grosses entreprises ou des géants, c'est la capacité à consommer de la valeur globale, mais à en produire et à en restituer à minima. La réputation, ça c'est extrêmement important. Produire de l'open source, c'est construire de l'image positive. C'est construire des communautés de gens qui vont défendre vos produits, qui vont être des ambassadeurs de votre produit. Et historiquement, les GAFA ont bénéficié énormément de ce phénomène. Maintenant, il y a des positions monopolistiques pour certains. Il y a effectivement une prévalence des GAFAM qui fait que cet aspect réputationnel a un peu baissé,
pour certains, hein, pas pour tous, mais ou au minimum qu'il faut qu'ils fassent attention parce que maintenant ils sont devenus des mastodontes et qu'en tant que mastodontes, bah, ils ont une réaction parfois épidermique de certaines personnes qui n'apprécient pas les monopoles. Et c'est presque normal, hein, finalement, mais c'est quand même un élément important. Et donc si on parle cette fois-ci en général de l'ensemble de tous les acteurs de la tech, l'aspect réputationnel, l'acquis réputationnel par l'open source est quelque chose d'extrêmement important. Les coûts, bah évidemment, le but du jeu c'est que si vous mettez un logiciel open source, si vous ciblez bien ce que vous mettez en open source, et vous choisissez le modèle sur lequel vous voulez travailler, que vous effectivement vous identifiez qu'est-ce qui va avoir de la valeur en tant que produit, mais qu'est-ce qui va avoir de la valeur en tant que solution, enfin de bien cibler ce qu'on doit mettre en open source, de ce qu'on ne doit pas mettre en open source. Ce qui est mis en open source va bénéficier de l'effort collectif de mise à jour, de maintien et de fabrication. Et donc je parle ici de maintien en conditions opérationnelles, de MCO. Le but c'est de faire en sorte que la maintenance du logiciel soit portée par l'effort communautaire. Par contre, pour ça, effectivement, bah, la clé, c'est de le rendre disponible de façon libre aux utilisateurs par l'open source. Alors, je vais faire 2 focus maintenant. Le premier, je vais faire un focus sur le sujet de l'IA, pour montrer effectivement aussi que l'open source, c'est un terrain de confrontation et c'est parfois même un terrain de bataille. Clairement, l'IA est le sujet du moment. Bientôt, peut-être que l'informatique quantique sera aussi un sujet extrêmement important, mais pour le moment, le sujet vraiment au cœur de la problématique stratégique dans l'informatique actuellement, c'est l'IA. Et là, on voit effectivement que l'open source, c'est un terrain de confrontation parce que ça va permettre de chercher, encore une fois, à créer ces fameux standards, à créer cette fameuse démocratisation de solutions. Et là, on voit l'affrontement entre Google avec TensorFlow, 166 000 étoiles sur GitHub, utilisé par Airbnb, Uber, DeepMind, et puis par exemple PyTorch de Facebook avec 60 000 étoiles GitHub préférées, là que j'avais dit tout à l'heure, un peu plus par les chercheurs. Le but du jeu, c'est d'utiliser, c'est pour les GAFA d'utiliser l'open source comme un terrain de démocratisation, un terrain de construction de standards. Et du coup, bah, sur l'IA, eh ben, on est en pleine bataille. Donc, le use case qu'on est en train de regarder dans ce focus, c'est la défense d'un marché, la construction et la démocratisation d'une solution, donc la défense d'un marché. Le deuxième focus, j'en ai parlé tout à l'heure, mais il était important que j'y aille un tout petit peu plus loin, c'est évidemment Kubernetes. C'est-à-dire, il y a quelques années, c'était le cloud qui était le cœur du champ de bataille et de la stratégie. C'est plus un champ de bataille parce que la guerre elle est un peu terminée. C'est pareil, j'avais fait un cycle de vidéos sur le cloud et la containerisation sur lequel j'avais un petit peu positionné les legacies sur le runtime, hein, c'est-à-dire sur l'exécution même du container. Sur la partie orchestration, Google a cassé le game, hein. Clairement. Kubernetes, ils l'ont restitué à la CNCF, à la Cloud Native Computing Foundation. On verra que justement la position des fondations, elle est importante, hein, dans tout ce qu'on est en train de décrire. Et donc Kubernetes, hein, basé sur Borg, hein, le système interne de Google, ils ont effectivement tout mis en open source. Et c'est devenu l'orchestrateur de toutes les solutions de cloud. Et effectivement, c'est difficile de ne pas utiliser Kubernetes dès qu'on commence à faire du cloud multitenant, avec de l'isolation, avec de la gestion d'utilisateurs sur des multitenants. Faire autre chose que du Kubernetes, c'est extrêmement compliqué. Et tous les clouds, tous les gros services cloud qu'on retrouve, depuis Azure, on l'a vu tout à l'heure, Amazon, Google et ainsi de suite. Alors Google forcément, hein, puisque en fait GKE a été le moyen de monétisation, le moyen de récupérer de la valeur financière sur Kubernetes direct de Google dans le cadre de ses services Google Cloud. L'impact économique, il était estimé en 2022, j'ai pas de chiffre plus récent, à 1,5 milliard. Je pense que le chiffre est nettement plus important maintenant,
mais j'avais pas mieux à vous donner. Mais voilà, je voulais juste quand même effectivement avoir un chiffre qui avait été mesuré pour qu'on se rende compte à quel point en 2022, où c'était déjà clairement établi, hein, le chiffre était absolument énorme. Donc là, le use case que je voulais mettre en évidence, c'est le use case de fabrication d'un standard. Donc voilà, là on voit l'open source, on l'a vu avec sur le sujet de l'IA comme un moyen de défense de marché et de positionnement et de démocratisation d'un marché. Là, on le voit de façon très claire et très nette comme un moyen de fabriquer un standard. Donc, je voulais faire ce petit focus aussi, hein, sur les fondations, les principes de gouvernance collaborative, et de se dire finalement ces fondations, il faut bien comprendre qu'elles ont, je l'ai déjà exprimé aussi, un aspect très positif parce qu'elles permettent de consolider et de pérenniser dans le temps du logiciel, mais elles sont aussi un moyen pour les grosses entreprises d'éviter la compétition par la collaboration. Les fondations, parce qu'elles sont aussi touchées par du lobbying, mais aussi elles sont quelque part aussi un terrain de contribution, elles vont permettre aux grosses entreprises effectivement, hein, de gagner sur la stabilisation du logiciel open source, mais elles vont effectivement avoir cette dimension de limitation de la concurrence sur des briques structurantes. Donc, très rapidement, hein, j'en ai mis que 3, il y en a plus que ça, mais voilà, la Linux Foundation. La Linux Foundation parce que la Cloud Native Computing Foundation, c'est-à-dire la partie runtime plus la partie orchestration et tout ce qui est en incubation dans le périmètre du cloud, hein. Donc là, on parle système puis cloud. Et puis l'Apache Foundation parce qu'effectivement, on voit pas mal de choses autour du big data, autour du MOM, du middleware orienté message. Voilà, j'ai souligné que ces 3 fondations, on aurait pu en mettre d'autres, parce que celles-ci, elles sont vraiment très au contact des GAFAM. Et j'ai fait effectivement ce petit focus pour qu'on reste dans ce qui est vraiment au contact des GAFAM. L'Eclipse Foundation l'est peut-être un peu moins. Alors, il y a effectivement des défis et des controverses, et il y a des zones d'ombre, hein, de l'open source dans la façon dont il est géré avec les corporates, les grosses entreprises ou les GAFAM. La première, c'est l'open washing. C'est le fait que un projet commence ouvert et qu'il ne le reste pas. Je vous encourage à aller voir ma vidéo sur Redis sur le sujet, hein, où je traite de façon un peu plus concrète de ce point-là. Pareil, je traite aussi du sujet des licences restrictives avec MongoDB, Elastic et Redis, hein, pour le coup, sur les modifications de licences et typiquement ce qui s'était passé avec la licence SSPL. Je vais plus regarder le sujet de la dépendance. Là, il y a un point qui est problématique, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que... Mais c'est aussi... Le problème ne vient pas forcément des corporates, mais vient aussi de la façon dont la gouvernance open source était en place, et ça s'améliore. Il faut faire attention à se dire, oui, 80... Déjà, il faut pas se leurrer. L'open source est omniprésent. 99% des applications contiennent au moins un composant open source. Et c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est plutôt l'étage en dessous. C'est-à-dire ce composant choisi explicitement dans un logiciel propriétaire, et ce serait déjà bien qu'ils l'admettent, et on le voit après, hein, le déni d'utilisation qui va aller à la fin jusqu'à un déni de sécurité, mais je vais y aller juste après, met en évidence que parmi les dépendances de ce logiciel explicitement choisi, va se trouver potentiellement des briques logicielles open source qui, elles, n'ont pas la même gouvernance, la même solidité de gouvernance. Elles sont mal subventionnées et ça au regard potentiellement d'un niveau de criticité qui peut être très important. L'exemple type, c'est ce qui s'est passé avec la lib de compression XZ qui s'est fait attaquer, hein, probablement par un groupe étatique, un groupe de hackers étatiques, hein. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, avec pour objectif de casser OpenSSH. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut que les corporates, il faut que les entreprises qui sont les plus grosses qui sont extrêmement consommatrices du logiciel open source, aident à aller au bout du bout de l'accompagnement de cet écosystème logiciel et donc aller jusqu'à sécuriser l'écosystème de dépendance de la solution logicielle qu'ils utilisent. Je reviens sur le déni sur la sécurité, et puis une situation comme la faille Log4Shell,
elle est révélatrice. Elle démontre qu'il y a peut-être un manque de franchise et un manque de transparence et quelque part donc un manque de maturité sur un bon nombre des logiciels qui sont propriétaires. Euh, Ces logiciels propriétaires sont comme les autres, ils utilisent de l'open source. Et il faut qu'il y ait un trou de sécurité pour qu'ils l'admettent. Bah ça c'est un vrai problème. Parce que ça démontre un problème de maturité. On peut reprocher beaucoup de choses aux GAFAM, mais je pense pas qu'on puisse leur reprocher ça. Puisque dans leur génétique, ils ont tout de suite compris les conditions, la façon d'utiliser du logiciel open source et la responsabilité qu'on a à le faire. Peut-être que sur l'open washing, tout n'a pas toujours été extrêmement clair ou extrêmement rose, on va dire. Alors, pour conclure, la mutation de l'open source, elle est complète et définitive. On est passé de la contre-culture, euh, comme beaucoup ont voulu la nommer, quelque part, c'était simplement la volonté de contribuer pour le bien collectif. Hein. La seule et unique motivation était la construction de valeur globale, jusqu'à effectivement maintenant une stratégie dominante dans le monde de l'entreprise. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais une entreprise maintenant où il y a un déni de l'open source, c'est une entreprise en danger. C'est une entreprise qui, au final, va se priver d'un potentiel de valeur. Elle va se priver d'une consommation soumise à des règles contributives, participatives, à un écosystème, à un vivier de valeur globale. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'open source, c'est omniprésent. 96% du code contient des composants open source. Le paradoxe, il est résolu. Maintenant, il ne cherche pas à savoir si y a une opposition entre l'open source, est-ce que l'open source est viable ou pas viable. Oui, l'open source, il est viable, il est omniprésent. Donc, comment pourrait-il ne pas être viable? Et il ne faut pas opposer l'open source au modèle commercial. Il faut l'envisager comme un catalyseur, mais il faut effectivement avoir de l'éthique et avoir de la responsabilité en tant qu'entreprise dans la consommation de l'open source pour aller sur des modèles qui sont équitables et pour aller sur du gagnant-gagnant. Mais en tout cas, le paradoxe, il est résolu. Alors le futur. Euh, la collaboration entre concurrents, alors effectivement, elle se fait par peut-être effectivement par l'écrasement par un consensus sur un standard. Et effectivement, bah, le but du jeu, c'est peut-être que la guerre se fait un peu avant. C'est pas faux de se dire que voilà, on construit le standard, on construit la norme, et puis derrière les autres suivent. Mais quelque part, effectivement, au bout d'un moment, on se retrouve sur un terrain sur lequel on peut continuer à innover dans un écosystème satellite autour d'un standard qui effectivement lui peut-être a été un peu imposé. L'impact, c'est ce qui est clair, hein, c'est la démocratisation des technologies avancées à l'échelle mondiale, c'est-à-dire tout ce qui va être produit d'un point de vue technologique. Euh, L'open source est devenu incontournable et omniprésent. Et je vous remercie et je vous attends pour la prochaine vidéo sur Ultra Green.